Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Le maire de Dionewar, actuellement en garde à vue à la gendarmerie de Foundiougne, Lansana Sarr, serait impliqué dans l'organisation d'un voyage de migrants clandestins dont la pirogue a été interceptée à Bassar, dans la commune de Bassoul. 241 candidats au voyage irrégulier étaient à bord de cette pirogue. Le réseau des jeunes de Goudomp engage le combat contre les mutilations génitales. Ils viennent de lancer une pétition contre l'excision de 11 fillettes. Ce réseau vise 5000 signatures à remettre aux autorités compétentes pour l'application de la loi dans toute sa rigueur. À la découverte d'Antoine Alpha Mendy, le défenseur de Nice, âgé de 20 ans, convoqué pour la première fois en équipe nationale, nos équipes se sont rendues dans son village natal, à Djimbana. C'est dans le Balanta Kunda. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec Lansana Sarr, le maire de Dionewar, arrêté hier samedi. Il se trouve actuellement en garde à vue à la brigade de la gendarmerie de Foundiougne. Il est suspecté d'implication dans l'organisation d'un voyage de migrants clandestins dont une pirogue a été interceptée à Bassar, c'est dans la commune de Bassoul. L'enquête suit son cours afin de déterminer les responsabilités dans cette affaire. Sur les 241 migrants interpellés, 111 Sénégalais ont été libérés. Une procédure en cours pour permettre la libération des ressortissants d'autres nationalités. Les mécaniciens établis sur l'ancienne piste ne comptent plus se déplacer. Fini les déguerpissements incessants selon ces artisans de l'automobile. Ils disent mener ce combat avec force et détermination et trouvent inadmissible que des sommations leur soient servies en ce mois de Ramadan. Sémou Diouf est leur porte-parole. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Amadouba. Le monde de l'automobile réuni ici à l'Estade montre que nous allons mener ce combat-là avec détermination. Nous sommes unis et nous allons mener ce combat avec force et détermination. Nous ne voulons plus entendre de déguerpissement parce que ça suffit. Les artisans de l'automobile, ce sont les premiers à mener le combat du changement. Le PASTEF nous a vendu un projet qui était un projet ambitieux pour les automobilistes, qu'on appelle les ZODAR, les zones d'activité artisanale. Au lieu de mener ces projets-là, de commencer la construction de ces projets au niveau des départements, on voit le contraire. On nous amène des sommations en ce mois de béni de Ramadan. Ça, c'est inadmissible et nous n'accepterons pas cela. Les artisans de l'automobile sont fatigués. Nous sommes fatigués de ces déguerpissements-là. Nous attendons la solution de ce gouvernement, ce nouveau gouvernement, parce que l'espoir est là. Le Premier ministre Ousmane Sonko et le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ce sont seules les deux personnes qui sont habilitées à régler le problème foncier des artisans de l'automobile. Elles ne veulent plus rien entendre sinon le paiement de leurs arriérés de salaire. Elles, ce sont les membres de l'association des états civils qui se disent épuisés financièrement. Ces femmes souhaitent que justice soit faite. Par ailleurs, l'égalité des femmes au niveau des instances de décision, c'est ce que réclament les membres de cette association. Une requête qui subsiste malgré une loi sur la parité. Marem Sodasek Allé est la présidente de cette association. Nous l'écoutons au micro d'Abdoulaye Patéane. Avec la loi de la parité, qui n'est pas totalement respectée à part sur les listes électorales, sur les instances de décision, les femmes sont laissées en rade, surtout au niveau des collectivités locales. Il n'y a pas beaucoup de femmes maires. Au sein de la ville de Pikine, on a 3 directeurs ou 4 directeurs, 4 directions. Il n'y a qu'une seule femme qui est directrice. C'est un cri de cœur qu'on a lancé depuis 2010, 2009, je ne sais plus, qui tarde à être réalisé. Peut-être que si la fonction publique locale est réalisée, peut-être ça va changer, la donne va changer, peut-être. Mais on espère que ces nouvelles autorités puissent changer la donne. Qu'on exécute la fonction publique locale et qu'on nous paye aussi nos arriérés
d'augmentation. On réclame justice. On réclame justice. Nous voulons nos arriérés. Lillahi wa Rassoul. Je vous l'annonçais en titre, une pétition lancée contre l'excision de 11 fillettes âgées de 5 mois à 5 ans. Ça se passe dans le village de Soumakunda. La pétition introduite par le réseau des jeunes de Goudomp contre les mutilations génitales féminines vise à recueillir 5000 signatures. Elle sera remise aux autorités compétentes pour l'application de la loi dans toute sa rigueur. Suivant à ce propos le porte-parole de ce réseau de jeunes au sortir d'une rencontre avec les autorités locales. Il s'appelle Demba Sambaba et il nous en dit plus au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandja. Nous sommes à Goudomp suite à des activités que nous avons déjà commencées dans le passé et vu la situation aussi, le contexte de 11 fillettes de 5 mois à 5 ans qui ont été excisées à Soumakunda. Donc depuis que le réseau a appris l'information, nous avons jugé nécessaire d'intervenir, d'abonner assistance à des jeunes filles qui sont victimes de cette pratique-là. De la raison pour laquelle nous sommes à Goudomp. Nous avons rencontré le préfet, lui faire part du réseau des jeunes, des initiatives que nous avons prises. Mais c'était aussi l'occasion de discuter avec les leaders communautaires et les acteurs qui sont dans le cadre de la promotion et de la protection des enfants par rapport à l'abandon des mutilations génitales féminines. Discuter avec les parents et les jeunes filles, créer un dialogue intergénérationnel afin que les parents puissent avoir certaines informations, que ce soit sur l'argumentaire sanitaire et religieux par rapport aux mutilations génitales féminines. Parce que il faut noter que cette pratique fait partie, certains le considèrent comme une coutume, soit c'est déjà considéré pour d'autres comme des réalités socio-culturelles. Donc il serait important que nous discutions avec nos communautés. Nous avons lancé une pétition, cette pétition que nous condamnons fermement l'acte qui a été fait et des caravanes de sensibilisation pour condamner ces actes et montrer que le réseau des jeunes condamne ces actes qui ont été commis au niveau de Soumakunda. Ces filles auront besoin d'accompagnement psychologique mais aussi sanitaire par rapport à leur bien-être. Parlons à présent de ce constat dans le secteur de la pêche, un secteur qui traverse des difficultés. Le ministre de tutelle reconnaît que la situation est difficile. Selon Dr Fatou Diouf, les mauvaises pratiques, notamment la pêche illicite, en est la principale cause. Elle s'exprimait à Pikine à l'issue d'une conférence organisée par l'amicale des anciens élèves de l'école 6 de Pikine. Dr Fatou Diouf, ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes, au micro d'Abdoulaye Patéane. Voilà, le secteur de la pêche est un secteur quand même qui a beaucoup de difficultés, qui a beaucoup de problèmes. D'ailleurs, on a écrit un ouvrage sur cela, la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Et on a remarqué qu'aujourd'hui, les mauvaises pratiques de pêche ont conduit à une raréfaction de la ressource. Le panier de la ménagère en est témoin. C'est difficile de trouver du poisson. Mais également, au niveau du ministère, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises et qui continuent encore à être prises. Ces initiatives destinées à renforcer la disponibilité. Ainsi, par exemple, nous pouvons parler des plans d'aménagement, dont le dernier en cours, c'est le plan d'aménagement sur la Sardinelle, parce que vous savez, la Sardinelle a l'avantage d'être à la disponibilité de tout le monde. Également aussi, nous avons renforcé le suivi, contrôle et surveillance des pêches, parce que vous avez pu remarquer que dernièrement, il y a de moins en moins de pêche en zone interdite. Donc le département est en train de travailler. Également, nous avons élaboré un grand nombre de projets, renforcer le secteur de la pêche, et il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être prises, beaucoup de projets pour faire renaître la ressource et mettre ça au profit des Sénégalais à le plus grand bonheur. Affaire Khadiata Tandian, ce communiqué de l'ACEPEX, l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, qui tient à apporter des précisions concernant certaines informations circulant dans les médias et les réseaux sociaux liées à l'affaire impliquant Mme Khadiata Tandian à une structure étatique. L'ACEPEX informe l'opinion publique que Mme Khadiata Tandian ne fait plus partie de son personnel depuis le mois de décembre 2022. L'agence ne saurait par conséquent être tenue responsable des actes qui lui sont reprochés et qui auraient été commis postérieurement à son départ. Par conséquent, toute tentative d'associer l'institution à cette affaire relève d'une confusion que l'ACEPEX tient à dissiper fermement. L'ACEPEX demeure engagée dans sa mission de promotion des exportations sénégalaises dans le strict respect des principes d'éthique, de transparence et de bonne gouvernance. Un communiqué signé donc ce 16 mars 2025 par la directrice de l'agence.
Destination à présent Khaoulou. C'est un village situé dans la commune de Niakhène, le département de Tivaouane. Sur place, les populations parcouraient presque 8 km chaque jour à la recherche d'eau potable. Eh bien, les habitants de cette localité du Cayor se sont cotisés pour financer la construction d'un forage à haut débit sans l'aide de l'État. Le préfet de Niakhène, Babacar Kébé, a magnifié ce geste de haute portée. Selon lui, ces populations viennent de démontrer que le développement à la base est entre les mains de la communauté. Le reportage est signé Charanta Diop et Saïlatir. Ouf de soulagement pour les populations de Khaoulou et villages environnants, longtemps confrontés à des difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Les habitants du village, regroupés au sein d'une association, ont mobilisé des ressources pour construire un forage. L'association a collecté plus de 10 millions pour pouvoir démarrer le forage qui se trouve ici à Khaoulou. Il y a des cotisations qu'on fait mensuellement, cotisation de 500 francs mensuellement. Sur le plan social aussi, on a une cotisation de 1200 francs par année. On a une reconnaissance juridique. En assemblée générale, les populations de Khaoulou révèlent avoir consenti un financement de plus de 10 millions sur fonds propres pour l'achat d'une ambulance. Partenariat Bohambi, la commune de Niakhène, ce sont les jeunes du village qui sont à l'étranger, qui ont effectué des démarches. Ils nous ont même envoyé cette ambulance et nous la mettons à la disposition de la commune de Niakhène. Honoraire de la commune de Niakhène. Un pas à suivre par les autres villages de la commune de Niakhène, selon le sous-préfet de Niakhène. C'est une chose à saluer parce qu'aujourd'hui nous savons que le contexte actuel, en tout cas, demande à ce que toutes les populations, quel que soit le niveau où on se trouve, se mobilisent pour développer ce pays. Nous comptons sur les populations à la base. Les habitants de ces villages, Khaoulou, Kergalo, sont tout à fait enthousiastes et engagés à développer leur localité. Ils veulent aussi le soutien des pouvoirs publics pour le bitumage de la route Khaoulou-Pekes-Niakhène. Dans le même registre, le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, a construit un forage dans le village de Kersaweli. C'est dans la commune de Nyonik. Cette infrastructure de plus de 218 millions va polariser 12 villages et plus de 11 000 habitants vont en être bénéficiaires. Selon son coordonnateur Gada Kunta, ceci va permettre de mettre fin au calvaire que constituait le manque d'eau pour les populations qui était donc une vieille doléance. Voici Gada Kunta. Nous l'écoutons au micro de nos reporters sur place, Ndeawa Bey et Mam Gorwilan. Ce système est composé d'un forage avec une profondeur monolithique de 79 mètres et un débit d'essai à la réception de 85,75 mètres cubes et un débit d'exploitation de 50. Cela veut dire débit de réception à 85,79 mètres cubes et un débit de réception de 50 mètres cubes heure. Cela veut dire qu'on a la possibilité, s'il y a extension demain, de changer la pompe pour pouvoir quand même atteindre les 85,79 mètres cubes heure. Donc il y a aussi la partie génie civil composée, comme vous le voyez, un logement gardien d'un château d'eau de 150 mètres cubes, une cabine de pompe et la collecture composée faite à partir de grillages, 2 abreuvoirs, ensuite 15 bornes fontaines, un réseau d'adduction d'eau sur un linéaire de 20 260 mètres cubes desservant sur 12 villages. Donc le coût de l'infrastructure s'élève à 218 498 830 francs CFA TTC. Ça a été un des doléances de la population de Kersaweli. Ils nous avaient même demandé des camions citernes que nous n'avions pas la possibilité de satisfaire. Et voilà, finalement, cette doléance-là a été vraiment satisfaite par le PUDC. Ce communiqué de presse de TDS faisant état donc à la suite d'informations faisant état de coupure de signaux de chaînes de télévision nationale pour non-paiement de redevances. TDS SA, opérateur public de diffusion de la télévision numérique terrestre au Sénégal, tient à apporter les précisions suivantes. La TDS informe l'opinion publique qu'elle n'a procédé à aucune coupure et rappelle que les sommes dues par les chaînes de télévision ne sont pas des redevances mais plutôt des frais
frais de diffusion. En effet, pour supporter les charges de diffusion, les chaînes doivent payer à TDS des frais en contrepartie de leur présence sur le bouquet de la TNT. À ce jour, le montant cumulé des arriérés de ces impayés de frais de diffusion est estimé à 577 millions, plus d'un demi-milliard de francs CFA. Malgré la bonne volonté de l'État du Sénégal à travers TDS et ça de continuer à supporter ces frais depuis plusieurs années, les chaînes n'arrivent toujours pas à honorer cet engagement portant sur leur diffusion. Depuis quelques jours, le partenaire technique de TDS SA a décidé de réduire la bande passante allouée pour une diffusion à l'échelle nationale des chaînes de la TNT et c'est cette situation qui impose à TDS SA à ne maintenir que la diffusion sur toute l'étendue du territoire des chaînes dont le niveau de recouvrement des factures échues était satisfaisant. À la une de l'actualité politique, Matam avec le conseil municipal des Agnam, leur maire Farbangom en prison. L'ensemble des élus votent le budget sans débat en guise de soutien au maire de la ville, une session à la fin de laquelle les conseillers municipaux exigent la libération de Mohamedou Farbangom, considéré comme un détenu politique. Le point, c'est avec Ali Bandagnan. Du budget sans débat, c'est bien l'œuvre des conseillers municipaux des Agnam en guise de sympathie et de solidarité avec Farbangom en prison. À l'unanimité, voilà, tous les conseils étaient là. Nous avons voté un budget, un vote sans débat, puisque la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, voilà, avec notre maire qui est en lieu de détention, voilà, nous ne sommes pas contents, la population n'est pas contente, et nous savons aussi que lorsqu'il était là, voilà, on votait le budget à l'unanimité, on faisait des débats et il approuvait nos propositions. Mais qu'il n'est pas là, voilà, nous avons opté de voter ce budget-là, qui est voilà, une opportunité de la population de Agnam Civol. Nous avons opté de voter ce budget sans faire un débat. Cette affaire, considérée ici comme étant un règlement de compte visant à éliminer un adversaire politique, les élus des Agnam qui dénoncent l'incarcération de Farbangom s'adressent directement au président de PASTEF. Vouloir récupérer l'électorat de la région de Matam, mettre M. Farbangom en prison, arrêter le chantier de l'hôpital de Ourossogui, arrêter l'université de Matam de Suleymania, arrêter la route de Dandemayo et tant d'autres projets, vouloir récupérer l'électorat du Fouta. Impossible. Sachez que les populations sont en train de vivre dans des moments très difficiles, dans des moments précaires en ce mois béni de Ramadan. Une réunion du conseil municipal sans Farbangom, une première depuis son arrivée à la tête de la commune en 2014. Agnam et ses environs qui restent toujours sous haute surveillance des forces de la gendarmerie. L'actualité hors de chez nous à présent, elle nous mène au Burkina Faso, en Égypte, aux États-Unis et au Venezuela. Mais tout d'abord, cette bonne nouvelle qui nous vient du Vatican. Le Vatican qui a publié ce dimanche une photo du pape hospitalisé depuis plus d'un mois. On voit le souverain pontife prier dans la chapelle de l'hôpital où il est soigné pour une double pneumonie. C'est la première image diffusée du pape François depuis le début de sa maladie. Au Burkina Faso, le détachement militaire de Séguénéga est passé sous le contrôle des groupes armés terroristes. En Égypte, des négociateurs israéliens discutent avec des médiateurs égyptiens de la question des otages détenus par le Hamas. Aux États-Unis, l'émissaire américain Steve Witkoff a affirmé dimanche 16 mars sur CNN que le président des États-Unis, Donald Trump, et son homologue russe, Vladimir Poutine, allaient discuter cette semaine de l'Ukraine. Enfin, au Venezuela, ce sont plus de 200 membres présumés du gang vénézuélien Tren de Aragua qui sont arrivés dimanche au Salvador pour être incarcérés dans une prison de haute sécurité, a annoncé donc le président salvadorien Nayib Bukele. Et le tour d'horizon de cette actualité internationale est signé par Habib Faye. Au Burkina Faso, le détachement militaire de Séguénéga, situé à une cinquantaine de kilomètres de Ouïgouya, est passé sous le contrôle des groupes armés terroristes. Ils ont emporté le matériel militaire et tout ce qu'ils n'ont pas pu prendre a été détruit. Pour l'heure, aucun bilan n'a été rapporté pour cette attaque. Vendredi, une autre base, celle de Yamba, appartenant aux unités mobiles d'intervention de la police, avait été attaquée.
Elle est située à 25 km de Fada-Gourma dans la région de l'Est. Là aussi, une partie du matériel avait été emporté et des véhicules incendiés. Au moins 12 policiers ont été tués dans ces affrontements. Des négociateurs israéliens sont en Égypte où ils discutent avec les médiateurs égyptiens de la question des otages détenus par le Hamas dans le cadre des pourparlers sur la poursuite de la trêve à Gaza, a annoncé ce dimanche le bureau du Premier ministre israélien. Suivant les directives du Premier ministre Benjamin Netanyahou, des représentants de l'équipe de négociation rencontrent actuellement de hauts responsables égyptiens pour discuter de la question des otages, a indiqué le bureau au lendemain de l'annonce par Israël de la poursuite des pourparlers avec le mouvement islamiste palestinien. Au Venezuela, plus de 200 membres présumés du gang Tren de Aragua qui sont arrivés dimanche au Salvador pour être incarcérés dans une prison de haute sécurité, a annoncé le président salvadorien Nayib Bukele, après avoir été expulsé des États-Unis. Il déclare aujourd'hui un premier groupe de 238 membres de l'organisation criminelle vénézuélienne Tren de Aragua sont arrivés dans notre pays. Ils ont été immédiatement transférés au centre de détention pour terroristes pour une période d'1 an renouvelable. Le 3 février, lors d'une visite à San Salvador, le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait annoncé que Nayib Bukele avait offert d'accueillir des détenus envoyés par Washington. Le SECO est la prison de haute sécurité que le gouvernement du président Bukele a construite pour incarcérer les membres de gangs arrêtés dans le cadre de sa guerre contre ces groupes criminels lancés il y a presque 3 ans. Elle est située dans une zone rurale à 75 km au sud-est de la capitale San Salvador. Aux États-Unis, l'émissaire américain Steve Witkoff a affirmé ce dimanche sur CNN que le président des États-Unis Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine allaient discuter cette semaine de l'Ukraine après la proposition de trêve de Washington. Beaucoup de choses doivent encore être discutées, mais je pense que les deux présidents vont avoir une discussion vraiment bonne et positive cette semaine, a déclaré Steve Witkoff en affirmant que Moscou, Kiev et Washington veulent que tout cela se termine. Allez, le sport à présent. Allons à la découverte d'Antoine Alpha Mendy, défenseur de Nice âgé de 20 ans et convoqué pour la première fois en équipe nationale, originaire du Balantakunda, plus précisément dans le village de Djimbana. La TFM s'est rendue dans son village d'origine et a rencontré son père sur place. C'est l'ambiance, les populations ont manifesté leur joie pour la première convocation de leur fils. Suivant ce reportage signé Bakary Konté, les images sont de Khalid Diamé. Antoine Alpha Mendy, jeune défenseur de Nice de 20 ans et originaire de Djimbana, situé dans le Balantokunda. Son père, Arfan Mendy, se réjouit de cette première convocation. Ça a été un engouement total au niveau de tout le village. C'est pas seulement ici dans la maison familiale, Mendikunda, mais c'est dans tout le village et dans tout le Balantokunda, parce que c'est le premier lion du Balantokunda. Il est né à Marseille, dans le 12e arrondissement. Il a démarré sa formation à l'âge de 4 ans. Il a fait ses débuts au Birel FC et par la suite à Herbel. Vers la fin, il a fini par intégrer le centre de formation de Nice. Il a fait sa préformation à Nice et en 2022, il a signé son premier contrat professionnel. Le père d'Antoine Mendy pense que l'équipe nationale du Sénégal peut encore faire des merveilles. Je crois qu'avec les aînés ces aînés qu'il va trouver dans l'équipe du Sénégal, qui a déjà remporté la première étoile, tout est encore possible. On peut encore courir à une deuxième étoile à la CAN prochaine. Du moment où il a choisi de venir jouer pour la patrie, qu'il se fasse plaisir et qu'il fasse plaisir aussi aux Sénégalais. Il salue tout le soutien de la famille. Ça m'a fait que la joie en tant que père, sa mère aussi, qui est aussi pour beaucoup.
Donc il faut aussi le souligner parce qu'elle a beaucoup contribué aussi à leur réussite. C'est pas qu'Antoine, il y a aussi son frère. Le grand frère d'Antoine Mendy est attaquant, il s'appelle Oukas. Il a un grand frère aussi qui joue au football qui s'appelle Oukas Mendy, qui est en Ligue 2 à Martigues, au Martigues FC. C'est dans la banlieue marseillaise. Son père fut un ancien gardien du village. J'étais un ancien gardien de but du village, entre 81 jusqu'à 84, avant de rejoindre l'Europe. Djimbana manifeste sa joie et prie pour que le lion du Balantokunda puisse faire de bonnes prestations dans la tanière. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Un peu plus tard dans la soirée, quartier général spécial Layène. Hommage plutôt à la communauté Layène. Excellente suite de programme en notre compagnie et bon début de semaine à toutes et à tous. Merci.